si on est urbaniste et qu'on développe en tant qu'agent d'une collectivité un plan local d'urbanisme, ou qu'on soit spécialiste des enjeux climatiques et tous les autres secteurs dont on a parlé ensemble et qu'on développe aussi dans le livre, comprendre d'où vient cette donnée, ça veut dire qu'on comprend aussi quelles en sont les limites, parce qu'on peut évidemment pas tout faire, mais aussi on sait où est-ce qu'on peut aller chercher des informations complémentaires. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui, en compagnie, alors je vais pas dire d'un revenant, mais d'un habitué du programme, Mathieu Luineau. Salut Mathieu. Salut Numa. Ravi de t'avoir à nouveau. Alors déjà, c'est le plaisir bien sûr de se revoir, mais tu viens ici nous parler du nouveau livre que tu viens de commettre. Et c'est un sujet qui est assez intéressant puisque on t'aurait attendu, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure en préparant le podcast, tu m'as beaucoup surpris pour cet ouvrage-là, parce que tu es un expert, on va en parler tout à l'heure. Tu travailles toute la journée avec des industriels et des experts du secteur. Et là, le public visé, c'est finalement le grand public, c'est tout le monde, pour parler de l'espace, comme tu dis dans ton livre, l'espace et nous. Donc, ravi de t'avoir pour échanger sur ce sujet un petit peu plus particulier. Eh bien, merci à toi surtout de me réinviter. Je suis toujours ravi d'être là et toujours un lecteur, ou en tout cas participant attentif à toutes tes publications, donc avec plaisir. Mais écoute, je te remercie. Peut-être, alors, on va peut-être pas faire la présentation exhaustive, mais pour que les auditeurs et les nouveaux auditeurs puissent te situer, rapidement, quel est ton parcours, Mathieu ? Oui, alors moi je travaille dans le privé, je travaille chez PwC, qui est un cabinet de conseil, qui a une équipe qui est dédiée au secteur spatial, que j'ai rejoint il y a à peu près 7 ans, donc je suis manager là-bas, consultant, où je travaille à la fois avec les acteurs privés, les industriels, que ce soit des très gros acteurs qu'on connaît tous dans l'industrie en France comme à l'étranger d'ailleurs, et puis aussi des industriels plus petits, de ce qu'on appelle évidemment le new space dans le jargon du secteur, et aussi évidemment les acteurs institutionnels, que ce soit les grands comme la Commission européenne, les agences spatiales en Europe ou dans le monde entier, et puis quelques gouvernements. Tous les acteurs que tu viens de citer sont des acteurs institutionnels, des acteurs professionnels du secteur spatial. Et comme je l'ai dit en introduction, moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans cet ouvrage, c'est l'angle que tu as choisi. Parce qu'on rappelle, tu es passé l'année dernière, je pense, sur le podcast pour un Que sais-je, qui était beaucoup plus orienté économie spatiale, donc un livre avec beaucoup plus d'expertise. Là, tu viens t'adresser finalement à un public très différent et très diversifié. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi ? Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que comme tu l'as dit, mon premier livre, le Que sais-je, était assez accessible, mais quand même technique. On parlait de l'industrie, comment est-ce qu'elle est structurée, comment marchent les grandes forces, les grands mécanismes économiques dans le secteur spatial. Donc il y avait déjà un premier effort d'aller vers un public plus large, mais j'ai voulu quand même, quand j'ai été approché par mon éditeur actuel, trouver un format qui était encore plus accessible à tout un chacun. Je croyais d'abord qu'il y a une vraie histoire à raconter. Je pense qu'on pourra y revenir sur ce que l'espace, les technologies spatiales peuvent permettre de débloquer dans notre quotidien sans qu'on s'en rende vraiment compte en réalité, au jour le jour, dans tout un tas de secteurs qui sont assez méconnus, parfois même des industriels ou des acteurs institutionnels. Donc il y a tout un travail qui est en réalité à faire, pas seulement dans l'industrie spatiale elle-même, mais aussi évidemment, et c'est le premier objet de ce livre, de manière plus large dans la société, que ce soit dans d'autres domaines du monde économique, mais aussi dans la vie quotidienne des citoyens. Je pense qu'on pourra y revenir plus tard. C'est vrai que j'ai une autre casquette qui est celle d'élu local, qui m'a beaucoup inspiré pour comprendre aussi ce besoin, sans doute, d'expliquer un peu mieux ce qu'on peut faire avec les satellites, avec leurs données, pour améliorer, par exemple, les politiques publiques. Mais on pourra y revenir un peu plus tard, sans doute.
Tu viens de nous dire que tu souhaitais toucher le grand public parce qu'il y a des sujets qui nous touchent au quotidien. J'ai envie de te poser la question, quels sont ces sujets qui nous touchent au quotidien? En quoi, finalement, le spatial, même quand on n'est pas dans un cabinet de conseil spécialisé, quand on n'est pas un avocat spécialisé, quand on n'est pas un ingénieur spécialisé, pourquoi le spatial ou en quoi le spatial est dans nos vies quotidiennes? Alors, il y a là aussi un panel assez large, hein, toute une myriade de retombées dans nos vies quotidiennes. On n'aura pas le temps, malheureusement, même si on est toujours en très bonne compagnie chez toi, mais de revenir sur tous ces secteurs-là. Mais je pense que d'abord, ça nous permet de répondre à un certain nombre des grands défis du siècle. Je parle beaucoup dans l'ouvrage des sujets qui sont liés à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l'environnement. Alors, soit directement, parce que c'est vrai que ça nous permet de mesurer ce qu'on appelle les variables climatiques essentielles. Il y a près de 60% de ces variables climatiques essentielles qui sont mesurées grâce à des satellites de météo ou d'observation de la Terre de manière générale. Donc, il y a ce premier enjeu qui est essentiel, qui se traduit aussi par une faculté à aider tout un tas d'autres secteurs à opérer aussi une transition environnementale, la décarbonation notamment. C'est vrai par exemple dans l'agriculture où la donnée spatiale peut nous permettre d'aider par exemple à mieux gérer les intrants, que ce soit les intrants chimiques, mais aussi la gestion de l'eau par exemple, dans des zones qui sont parfois en tension et malheureusement même dans un pays comme la France, on va vers des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Donc ça, c'est un premier champ, je dirais. Ensuite, il y a tout un tas de secteurs qu'on peut aider à gérer de manière plus efficace grâce à la donnée spatiale ou aux satellites de manière plus générale. C'est vrai, par exemple, de la pêche, par exemple, de la gestion des forêts ou encore de l'extraction minière. Donc tout un tas c'est un deuxième pilier, je dirais, de secteurs économiques qui peuvent être gérés de manière plus efficace, à la fois d'un point de vue budgétaire, mais aussi, comme je le disais au début, environnemental. Et puis il y a un troisième pilier qui m'a semblé assez important aussi à traiter dans ce livre et qui fait le lien un petit peu avec ce qu'on disait au début, mais il y a cet enjeu des politiques publiques. En fait, c'est vrai qu'on a des politiques, par exemple, d'urbanisme, de gestion de la végétalisation, par exemple, en milieu urbain, mais même gestion de la voirie, qu'on pourrait aujourd'hui traiter à la fois avec plus d'efficacité, mais aussi parfois avec des solutions nouvelles qui ne sont pas aujourd'hui traitables par des moyens plus conventionnels. Où les satellites peuvent par exemple intervenir en substitution aux capteurs qui sont gérés aujourd'hui par l'Internet des objets ou par des observations au sol, et donc qui sont rendus possibles par nos satellites, à la fois les télécommunications, mais la navigation, l'observation de la Terre aussi, et en fusionnant aussi ces différentes sources de données. Et qui est pour le coup directement à impact pour les citoyens et en tant encore une fois qu'élu local, c'est je trouve un pan qui est particulièrement important à traiter, et ce d'autant plus qu'on est, je trouve, en France un peu en retard sur ces questions-là. On a la chance d'avoir depuis quelques années un travail formidable qui est fait par le CNES avec l'Observatoire spatial sur le climat, le SCO, mais avec sans doute une capacité, on va dire, d'écoute de la part des élus locaux, des territoires, qui est encore à perfectionner. Et c'est quelque chose dont je parle beaucoup, justement, en mettant à profit ces deux casquettes. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser davantage les élus pour nous aider à justement améliorer la qualité du service public. Toi qui es justement élu local, alors en plus élu local, on peut le dire, dans un quartier, dans une zone très particulière de Paris, parce que c'est le 15e arrondissement, double question pour toi. Est-ce que, si je me place dans la tête d'un habitant du 15e, est-ce qu'une zone, même si c'est une grande zone de Paris, mais qui est quand même très concentrée, est-ce que le spatial, est-ce qu'un satellite peut apporter des données intéressantes et pertinentes pour un décideur public comme toi? Et puis, toi en tant qu'élu local, est-ce que tu ressens
une demande de la part de la population, ou en tout cas une interrogation de la part de la population sur ce qui se passe sur nos têtes avec le spatial? Est-ce que c'est quelque chose qu'on, alors je ne vais pas dire qu'on entend dans les marchés, mais qu'on voit sur le terrain? Alors non, tout simplement parce que il faut être réaliste. Ce qui intéresse nos administrés, c'est de savoir, c'est d'avoir la solution, quelque chose qui fonctionne. C'est de régler le problème de voirie en bas de chez soi. C'est d'avoir des espaces les mieux végétalisés possibles. Donc, ce qui compte, c'est pas comment est-ce qu'on trouve la donnée qui va nous éclairer, nous élus ou administration publique, mais c'est d'avoir une solution qui fonctionne. Et c'est là finalement que c'est un peu, je crois, ce travail un petit peu de passeur entre guillemets que j'ai voulu en partie modestement réaliser avec cet ouvrage, mais essayer peut-être de sensibiliser à ce qu'il est possible de faire avec cette donnée spatiale. Alors il y a plein d'exemples qui sont possibles, qui encore une fois, je pense, avec les années vont devenir de plus en plus fréquents et performants. Mais par exemple, sur la gestion de la végétalisation urbaine, on est capable aujourd'hui de mieux mesurer les indices de canopée, par exemple. Donc c'est le taux de couverture des feuillages en milieu urbain, par exemple, mais aussi de comprendre quelles vont être les essences plus ou moins adaptées, qui sont là encore des choses qu'on peut mesurer par des observations au sol, et parce qu'on a aujourd'hui des connaissances scientifiques évidemment importantes, mais qu'on peut mesurer grâce aux satellites de manière à la fois plus large en volume, sur des espaces plus étendus, et avec des gains, des économies de moyens financiers et humains, dans un contexte évidemment où une collectivité locale n'a pas des moyens illimités, et donc pouvoir cibler là où on a besoin d'intervenir ou de faire intervenir nos agents, ça nous permet d'être le plus efficace là où on en a le plus besoin. Et je reviens d'ailleurs sur un exemple qui me tient particulièrement à cœur, mais qui est l'incident qu'il y a eu rue de Trévise dans le 9e arrondissement, où on aurait pu, je crois, en réalité, si on utilisait aujourd'hui certaines solutions à base de données spatiales telles qu'elles peuvent être mises en place par certaines sociétés et adoptées par certaines villes comme Bologne en Italie, mieux anticiper en fait l'événement, enfin l'apparition d'un épanchement des eaux qui a conduit à un affaissement de la voirie qui a ensuite mené à cette rupture de canalisation. Pour les non-parisiens dans notre ouais. Si tu veux peut-être rappeler rapidement l'incident qu'il y a eu. Bien sûr, qui était un événement en réalité où une fuite de canalisation d'eau a mené progressivement à un affaissement de la voirie qui a elle-même conduit à une rupture d'une canalisation de gaz qui a ensuite mené évidemment à une explosion assez catastrophique et meurtrière à Paris. Et donc tout ça aurait pu, grâce à, sans rentrer trop dans le détail, être trop technique, mais à des données d'imagerie radar par satellite, pouvoir surveiller en fait cet affaissement au millimètre près et pouvoir dire aux agents de la ville, il faut intervenir à ce point précis parce qu'on a un début d'alerte. Et c'est quelque chose que certaines sociétés aujourd'hui commencent à développer. Et encore une fois, je prenais l'exemple de Bologne, mais qui met en place ce genre de service. Donc il y a plein de choses qu'il est possible de faire. Même aujourd'hui, il y a des expériences à Barcelone sur comment est-ce qu'on peut mesurer, compter le taux d'occupation des places de stationnement public grâce à des satellites qui, avec un taux de revisite quotidien, donc chaque jour ils repassent par la même image, nous permettent de dire voilà, telle place est en réalité très peu occupée, et donc on peut sans doute la transformer en petites parcelles végétalisées, c'est-à-dire qu'on supprime la place de stationnement, on plante 2 arbres à la place. Mais c'est ce aussi que nous demandent de plus en plus nos administrés, et à nous de faire des arbitrages, et ça peut nous aider à faire ce genre d'arbitrage avec une information qui est, je dirais, la plus fidèle possible à la réalité. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que là où on peut avoir le cliché d'une imagerie spatiale à très grande échelle, on observe la France entière, on observe un continent entier, en fait, on peut avoir cette précision à la rue près, à la place de stationnement près, et ça, c'est extrêmement intéressant, et c'est peut-être aussi novateur, parce que il y a aussi une montée en compétences et une montée en gamme dans le traitement de ces données. Ce qui est intéressant dans ton ouvrage, c'est que tu parles bien sûr des applications,
Mais tu parles aussi, tu as tout un chapitre consacré à la donnée spatiale. En quoi c'est intéressant, notamment à l'heure actuelle, cette donnée spatiale? En quoi c'est le pivot finalement du sujet? Alors là où elle est particulièrement intéressante, c'est elle nous offre en fait des informations qui sont beaucoup plus compliquées à obtenir en fait par d'autres moyens. Donc tout l'enjeu en fait, c'est de finalement comme on le disait tout à l'heure, ce qui compte c'est pas tant d'où vient la donnée, mais quelle est sa qualité, qu'elle nous vienne du sol ou de l'espace, c'est pas ça qui va être essentiel. Mais ça nous permet d'avoir des données qu'on n'avait pas auparavant, soit parce qu'aujourd'hui, grâce aux satellites, on peut l'avoir à des échelles de temps qui sont de plus en plus rapprochées, et donc ça nous permet de faire des comparaisons au jour le jour, et donc de mieux comprendre des évolutions, des tendances. Donc ça, c'est une information qui est assez nouvelle, qui est aussi géographiquement qui couvre un volume géographique qui est plus étendu, puisque par exemple avec les capteurs, Internet des objets, tout ça, il y a déjà des données qu'on peut mesurer, mais sans avoir une couverture géographique semblable, puisqu'on peut pas par définition les placer un peu partout dans une ville et encore moins dans des territoires qui ne sont pas urbains. Là où en revanche l'imagerie satellite par exemple va pouvoir couvrir ces territoires beaucoup plus étendus et nous apporter cette couverture de la donnée qui est beaucoup plus large. Et là, on prend l'exemple de villes ou de services publics, mais en réalité, même, par exemple, les économistes aujourd'hui se servent de plus en plus de jeux de données construits à partir de ces données satellites pour mener à bien leurs analyses, pour s'en servir, pour construire des modèles de développement économique, par exemple, dans les pays en développement, où la donnée est moins fiable, la donnée statistique gouvernementale n'est pas toujours très, très transparente et très fiable. Donc, en fait, la donnée spatiale devient une donnée comme une autre. Là où jadis, elle était un peu réservée à une certaine élite ou à certains cercles militaires ou de défense. Oui, alors elle devient, je dirais, les anglo-saxons diraient commoditized, quoi. C'est presque devenu un objet courant. D'abord parce qu'elle est beaucoup moins chère qu'il y a 5 ans, beaucoup moins chère encore qu'il y a 10 ans. Modulo évidemment le niveau, la qualité de cette donnée-là, tout un ensemble de paramètres techniques. La précision aussi. Évidemment. Mais de manière générale, l'accès en lui-même est beaucoup plus abordable que par le passé, notamment parce qu'on a aussi de plus en plus de programmes publics qui fournissent aujourd'hui gratuitement des jeux de données. L'enjeu après, ça va être d'avoir l'expertise nécessaire pour la traiter et en faire une donnée exploitable qu'on peut ensuite traiter et nourrir soit des modèles économiques, soit des algorithmes qui vont identifier dans la donnée des tendances ou en tout cas des informations exploitables. Dans ton ouvrage, tu parles également, alors bien sûr, étant avocat dans le secteur, ça m'a tout de suite interpellé, tu parles des grands projets spatiaux. Ou des projets spatiaux même de taille plus modeste, mais tu parles en tout cas de la complexité à mener un projet spatial. Pourquoi tu as voulu parler de ces sujets-là avec une cible un petit peu plus grand public? Est-ce que tu souhaites montrer un peu comment ça se passe finalement dans l'envers du décor? Est-ce que tu souhaites une prise de conscience aussi du grand public, de l'intérêt du spatial, mais aussi de sa complexité, la nécessité de maintenir un soutien? Quelle est ta vision? Oui, alors l'idée pour moi c'était aussi finalement de quelque part de sensibiliser un peu le lecteur, enfin l'opinion encore une fois modestement, mais parce que je crois qu'on est à une époque où de plus en plus, c'est vrai de la France, mais de partout, où on va avoir de plus en plus de mal à aller chercher les financements, y compris et surtout en fait dans ce genre de secteurs qui sont peut-être pas forcément identifiés comme des enjeux du quotidien. On va avoir plus de facilité quand on est un décideur public à sabrer un petit peu dans la dépense. Et donc vraiment, je crois que l'idée, un peu la philosophie derrière le livre, c'était de se dire que si on arrive à sensibiliser suffisamment l'opinion publique, est-ce que ça nous apporte en réalité au jour le jour dans tous ces différents domaines, grâce à des programmes qui sont
souvent de grande envergure, assez complexes, même si pas uniquement, hein, tu l'as dit, mais ça va être essentiel pour obtenir finalement un assentiment public et donc quelque part forcer les décideurs à se poser la question à deux fois. Et si on prend l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, où il y a des doutes assez importants sur la pérennité de certains programmes satellites météo, par exemple, qui sont encore une fois essentiels pour bien comprendre le changement climatique, je crois que c'est un objectif qui est d'autant plus important et assez urgent à développer aujourd'hui. Puisqu'on est quand même dans un grand débat, qu'est-ce que tu répondrais aux détracteurs du spatial, à ceux qui disent que ça coûte cher, qu'est-ce qu'on va aller chercher finalement dans l'espace, qu'est-ce que ça va nous rapporter, à quoi bon rejouer un peu une espèce de guerre froide? Qu'est-ce que tu souhaites répondre à ces détracteurs? D'abord, sans doute toujours mettre en perspective le fait que, parce que beaucoup des détracteurs mettent en avant le fait que c'est évidemment une industrie qui pollue comme d'autres, à la fois une pollution terrestre, mais aussi, ça c'est un sujet dont on parle souvent, la pollution en orbite, les débris, etc. Bon. Mais toujours rappeler, parce que parfois quand je le fais, c'est vrai que les gens ont tendance à oublier, et, comme on le disait tout à l'heure, que sans satellite, on ne comprendrait pas en fait le changement climatique. Et donc ça, c'est déjà, ne serait-ce que pour cette raison-là, une justification concrète de pourquoi est-ce qu'il faut continuer à envoyer des satellites et à tout faire pour continuer à bien mesurer ces enjeux climatiques. Donc ça, c'est une question matérielle immédiate. Ensuite, je pense qu'il y a cette dimension évidemment philosophique qui fait qu'on a toujours été appelé quelque part par une meilleure compréhension de ce qui se passe au-delà de la voûte céleste. Ça a été vrai des tout premiers hommes, où on a construit des premiers grands mythes et récits fondateurs sur une tentative d'expliquer pourquoi est-ce que finalement le ciel et donc a fortiori l'espace était une forme de constance dans un monde qui était très dangereux au quotidien et qui évoluait constamment. En réalité, le ciel offrait une certaine stabilité, puisqu'on retrouvait tous les soirs quasiment les mêmes étoiles, les mêmes astres, et qu'on a progressivement ensuite travaillé dans une meilleure compréhension scientifique, puis applicative. Et donc il y a quand même cette dimension philosophique qui, je trouve, est importante, qui a été ensuite relayée par évidemment les enjeux de la conquête spatiale, qui s'est faite au tout début pour des questions là aussi assez philosophiques, si on reprend les cosmistes russes par exemple, et de plus en plus aussi, c'est vrai, cet enjeu de protection via toutes les applications militaires et de défense qui sont possibles par le spatial. On l'a vu évidemment avec les conflits les plus récents, que ce soit d'ailleurs en matière d'imagerie pour faire du renseignement, mais évidemment on en parle un peu moins ensemble, mais de tout ce qui est relatif aux télécommunications et la navigation par satellite avec Galileo, le GPS et autres. Donc il y a au moins ces trois dimensions qui sont essentielles et qui font qu'on va chercher dans l'espace pas seulement peut-être des explications mythologiques, philosophiques et aujourd'hui scientifiques sur pourquoi est-ce qu'on est là, mais aussi une traduction concrète dans notre quotidien de champs de nos vies qu'on peut améliorer ou qu'on peut préserver par ce biais-là. Je fais une digression un petit peu, mais je pense que ton opinion en tant qu'observateur peut être extrêmement intéressante. Comment est-ce que tu vois à l'heure actuelle un peu le grand concert des nations au niveau spatial entre les États-Unis qui sont difficiles à lire maintenant et puis une Asie qui est de plus en plus en pointe, que ce soit l'Inde ou la Chine notamment, sur des vols habités, potentiellement une présence aussi lunaire. Comment est-ce que tu vois l'Europe au milieu de ces deux géants? Comment déjà tu vois ces deux géants évoluer par rapport à nous? Il y a quand même cette idée peut-être d'un retour à une espèce de
de guerre froide, alors sous d'autres formes, mais entre les États-Unis et la Chine, qui a remplacé l'URSS autrefois, mais un programme spatial russe qui est assez quand même moribond à l'heure où on se parle, avec cette quête, cette course à la Lune qu'il y a depuis quelques années entre États-Unis et Chine, même si aujourd'hui côté États-Unis on est peut-être en train de remettre en cause ces objectifs-là, ces ambitions spécifiques, peut-être plus pour se tourner vers Mars sous certaines pressions et intérêts autres. Mais on ressent quand même bien ce duopole, cette rivalité qui revient de manière plus en plus pressante et qui se traduit à la fois sur les ambitions lunaires de ces deux pays, mais aussi industrielles avec la Chine qui a, comme on le sait, dans plein de domaines, beaucoup d'atouts et qui va très très vite, à la fois parce que l'État est puissant, parce qu'il y a de l'argent, et puis parce que, contrairement à ce qu'on disait il y a quelques années, en Chine, on ne fait pas que copier, mais il y a aussi beaucoup d'innovation et sur des briques technologiques essentielles, en matière de propulsion, de réutilisation, de taille aussi des lanceurs qui sont utilisés et de développement de constellations de satellites. Et c'est vrai aussi que l'Asie, comme toujours, a toujours misé en fait sur le développement technologique pour faire des bons de développement, à la fois en projection économique vers l'extérieur, mais aussi de développement interne, notamment du capital humain, ce qui traduit un peu aussi un historique de remontée, on va dire, des filières, comme disaient les économistes, dans la région. Tu as parlé de la Chine, de l'Inde, on peut évidemment ajouter le Japon, qui est un historique du secteur, mais qui a mis au cours des 12 derniers mois beaucoup d'efforts et d'investissements, et qui essayent là aussi d'en faire un fer de lance de leur politique industrielle. Et ça traduit bien, je crois, cette dynamique économique et intellectuelle qu'il y a en Asie. Et entre tous ces différents blocs, il y a l'Europe qui a quelques difficultés internes à régler et qui reste évidemment un acteur de premier plan dans le spatial, mais qui doit jamais se reposer sur ses lauriers, sur ses acquis, et notamment parce qu'on a des problèmes, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais des problèmes financiers, budgétaires très importants, pas qu'en France d'ailleurs, et qu'on a des problèmes aussi de capital humain à gérer, des problèmes industriels. Comment est-ce qu'on bâtit une industrie suffisamment robuste et résiliente, alors qu'on voit, on regarde un petit peu les discussions qu'on entend dans la presse, dans des enjeux de rapprochement, par exemple, entre grands acteurs, comment est-ce qu'on peut faire face à la concurrence qui nous vient de l'étranger? Et si on n'y arrive pas, on met à mal non seulement notre capacité à avoir une industrie et donc un développement socio-économique derrière puissant, mais aussi notre capacité plus générale à réaliser des programmes d'intérêt général. Comme on le disait tout à l'heure, on parlait de la météo, de la compréhension du changement climatique. Si on n'a pas d'acteurs industriels derrière, on peut pas fabriquer ces satellites-là. Et donc on met à mal aussi notre capacité collective et mondiale à pouvoir répondre à ces enjeux, puisque c'est toujours quand même des enjeux qui imposent une certaine coordination entre pays. S'il y a bien une industrie qui effectivement allie et conjugue bien intérêt général et développement économique et industriel, c'est bien le spatial. Tu as tout à fait raison, hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu parlais à l'instant de capital humain. Alors il est vrai qu'au niveau industriel, l'humain est au centre, et comme beaucoup d'industries, le spatial, c'est difficile de recruter. Puisqu'on est dans un ouvrage qui s'adresse au grand public, est-ce que tu as un message en particulier au grand public, justement, notamment à la jeunesse? Tu me vois venir. Quel est le message que tu souhaiterais faire passer, justement, par rapport à cet ouvrage qui est un peu un témoignage, si je me permets de voir ça, parce que c'est vrai qu'en l'ayant lu, j'ai tout de suite vu que tu souhaitais aborder ce côté de ton expérience, pas forcément que en tant que consultant d'ailleurs. Je trouve que tu amènes un éclairage intéressant avec ta qualité d'acteur public, enfin, en tout cas d'élu local, sur des sujets qu'on n'entend pas forcément. C'est vrai qu'on entend peu
en tout cas en politique française, parlait de cet intérêt de la donnée spatiale pour l'intérêt général. Donc, c'est particulièrement intéressant de lire ça chez toi. Quel message, justement, tu souhaites faire passer à ce grand public par rapport au spatial et par rapport à sa relation avec le secteur spatial? D'abord, sans doute, l'idée qu'il faut s'y intéresser de manière croissante pour comprendre, en fait, d'où vont venir les informations qu'on utilisera de plus en plus, de manière de plus en plus fréquente, qu'on soit intéressé ou pas, en fait, par l'espace, par les satellites, mais dans nos métiers au quotidien, on utilisera, je crois, j'en suis convaincu, de plus en plus des données qui nous viennent de l'espace, qu'on soit, j'ai beaucoup travaillé à Paris sur le plan local d'urbanisme, par exemple, et si on est urbaniste et qu'on développe en tant qu'agent d'une collectivité un plan local d'urbanisme, ou qu'on soit spécialiste des enjeux climatiques et tous les autres secteurs dont on a parlé ensemble et qu'on développe aussi dans le livre, comprendre d'où vient cette donnée, ça veut dire qu'on comprend aussi quelles en sont les limites, parce qu'on peut évidemment pas tout faire, mais aussi on sait où est-ce qu'on peut aller chercher des informations complémentaires, où est-ce qu'on peut aller sourcer ces sources d'éclairage en complément avec des solutions terrestres, etc. Et donc, ne serait-ce qu'avoir cette culture-là, ça nous permet quand même, je crois, quand on essaie de s'intéresser peut-être à un futur engagement professionnel, mais d'avoir une meilleure vision, en fait, de ce avec quoi on va pouvoir travailler et comment est-ce qu'on va pouvoir aussi essayer d'être un peu innovant dans son travail, dans les solutions qu'on va développer. Et ça, c'est assez important. Et le message qui est aussi lié à cette myriade d'opportunités que ça offre, c'est que on n'a pas besoin d'être ingénieur spécialisé dans le spatial pour s'y intéresser et voir des applications concrètes dans son métier à l'avenir. Mais qu'on soit avocat, plutôt économiste, et tant d'autres, je crois que c'est important de s'y intéresser, et ça ouvre des perspectives assez intéressantes et encore une fois assez innovantes. On va pouvoir, je crois qu'on a besoin de ce capital humain pour essayer de trouver aussi des nouvelles applications à la donnée satellite, comme le font certains économistes par exemple. Donc voilà, je trouve que c'est assez important de le rappeler, et ça ouvre encore une fois un champ des possibles qui est assez large. Pour conclure cet entretien, j'ai envie de te demander quelle place tu vois finalement au grand public dans l'industrie spatiale. Est-ce que l'industrie doit s'ouvrir plus au grand public? Comment cette relation doit évoluer dans les années à venir, notamment dans ce cadre contraint que tu exposais à l'instant? S'ouvrir au grand public, moi je crois qu'elle doit l'industrie doit le faire au moins de deux manières. C'est d'abord s'assurer qu'elle est ouverte à une diversité de profils. On en parlait, qu'on soit avocat, intéressé peut-être plus par les sciences sociales, économiste. On voit quand même un panel aujourd'hui de plus en plus large dans les métiers d'intérêt des industriels, qui vont piocher de plus en plus vers des profils assez divers plutôt que des purs ingénieurs. Ce qui est intéressant parce que ça permet aussi de mieux communiquer sur l'apport du spatial et de prolonger encore une fois une partie de l'effort de ce livre pour obtenir davantage de faire valoir et toujours aller vers les premiers concernés qui sont les citoyens. Et l'autre manière de le faire, c'est je crois d'être sûr de bien faire comprendre et en même temps prendre en compte les réels besoins. Et donc c'est trouver des canaux d'un meilleur engagement avec des parties prenantes qui peuvent être donc le citoyen lambda, le représentant d'une petite collectivité, d'une grande administration, mais pour toujours se poser la question de savoir, en fait, on développe une solution spatiale, pourquoi faire, et quel va vraiment être mon utilisateur final, et quel est vraiment le besoin auquel je réponds. Parce que
c'est peut-être un secteur qui parfois a souffert d'avoir une approche trop tournée vers le développement technologique, un peu comme vecteur de puissance et d'excellence, sans suffisamment se soucier de l'utilité concrète de certains programmes, certains développements, et donc être sûr de bien l'ancrer dans des besoins du quotidien, c'est, je crois, une partie du travail qu'il faut faire, et ça permettra aussi aux industriels de mieux justifier une partie de la dépense publique, et donc c'est aussi un avantage pour eux. Donc je crois que c'est une démarche qui est un peu donnant-donnant, et c'est là que le public a sa place aussi, c'est pour participer et répondre un petit peu à cette question-là. Et pour ça, il faut quand même être sensibilisé un petit peu à ce que l'espace peut faire, pour mieux comprendre nos besoins en retour. C'est tout l'intérêt de ton nouvel ouvrage, dont je rappelle le titre, L'espace et nous, donc qui est déjà sorti, disponible. L'industrie spatiale, une industrie finalement citoyenne, qui conjugue cette excellence scientifique, ses besoins techniques, ses besoins économiques, et puis aussi ce besoin d'intérêt général. Merci encore pour ton intervention, Mathieu. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici. Merci à toi surtout, toujours un plaisir de venir te voir et participer au podcast. Écoute, à très bientôt, peut-être pour un prochain ouvrage. Qui sait ? Qui sait ? À bientôt. À bientôt, merci.